à vous de prendre la parole. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je suis premièrement la présidente et la créatrice de l'Institut de la démocratie et de coopération, qui est aujourd'hui le partenaire honoré par l'organisation SIGPA. Nous pensons que ce colloque va marquer une étape dans la discussion libre sur les relations internationales d'aujourd'hui. Beaucoup de choses sont déjà dites, mais aussi moi, je voudrais élaborer un peu sur l'état présent de la situation du monde. L'état actuel est celui d'un chaos sans précédent. Incertitude, l'équilibre détruit, la perte de confiance et une impasse pour la diplomatie. Le Proche-Orient est dérouillant, l'État islamique et le Daesh menaçant l'Europe et le monde islamique même. La crise du système de contrôle des armements nucléaires qui commence. Le dérèglement de la symétrie militaire stratégique en Europe, la confrontation entre l'Occident et la Russie. Et tout cela est le résultat de la politique des 20 dernières années. Un large partage du monde s'est déroulé sous nos yeux. Dès le départ, son but était de détruire la configuration géopolitique en Europe organisée après la Deuxième Guerre mondiale. Mais cette carte géopolitique a rappelé l'intention des siècles précédents, parce que la carte de l'élargissement de l'OTAN rassemble à la carte des pan-germanistes de 1911, quand Kaiser Guillaume regardait vers l'Est en revend de l'Ukraine, du Caucase, des pays baltes et du contrôle de la mer Noire. Tout ce qui a été fait autour de la mer Noire reproduit la question orientale, qui n'est pas restée lettre morte après le XIXe siècle. La vieille lutte, n'oublions les guerres entre Carthage et la Rome, pour le contrôle circulaire de la Méditerranée s'intensifie et l'objectif de mettre sous contrôle les ressources mondiales et leur accès stratégique a augmenté considérablement l'enjeu militaro-stratégique des territoires autour de la ligne carbonée mondiale. L'Afrique du Nord, Proche-Orient, Golfe Persique, Israël et Turquie, les pays balkaniques et le bassin de la mer Noire et de la mer Caspienne, des pays comme l'Ukraine, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Et dans plusieurs de ces pays, on a vu apparaître des révolutions de couleur, pas sans raison. Les bombardements en Yougoslavie, comme M. Pushkov a déjà marqué, ont ouvert la possibilité d'utiliser la force armée sous prétexte de démagogie humanitaire. Des coupes militaires en Irak et en Afghanistan ont entraîné la déstabilisation dans la région et ensuite les révolutions arabes ont démoli les institutions d'États clés, États piliers pour l'équilibre au Proche-Orient. L'ingérence dans les affaires de la Syrie, l'obsession de renverser le président syrien, le soutien ouvert et irresponsable des forces les plus radicales contre le gouvernement légitime ont détruit la Syrie et légitimé des forces radicales. Par conséquent, le monde arabe est totalement déstabilisé. La modernisation que le pays arabe a tenue suivant leur propre voie a échoué. Une menace des plus sérieuses à la paix mondiale est apparue, surtout par l'Europe venant de Daesh. Alors que le bilan du printemps arabe saute aux yeux et que les droits de l'homme ont régressé d'un siècle, l'Occident refusait d'en voir les conséquences géopolitiques, civilisationnelles et juridiques. La doctrine trotskiste qui prône par intervention et force une norme unique pour le monde entier démontre une grande crise de la notion même de la démocratie et de droit classique international, avec comme fondation principale la souveraineté de l'État-nation. Nous assistons à un retour à une façon de penser très westphalienne. L'Europe, qui prônait auparavant la liberté d'opinion, se transforme en une société idiocratique.
la doctrine des droits de l'homme qui inspirait tant les sociétés rêvant de liberté, dégénère en sermon du nihilisme des valeurs. La frontière entre le péché et la vertu, entre la beauté et la laideur, entre le bien et le mal s'étompe. C'est exactement la philosophie de la fin de l'histoire, parce que l'homme libéré de toutes les limitations d'éthique et de la morale, son esprit immortel devient esclave de la chair et de l'orgueil. Et la chair immortelle est très dépendante. La Russie montre une consolidation. La Russie montre, et c'est pourquoi une civilisation technocrate qui nous reste en Europe est sans instrument contre les migrants, parce que les technocrates n'ont pas des valeurs. Les droits sont vides. Et les droits ont remplis par les choses sacrées pour les migrants, car les Européens n'ont pas de valeurs. La Russie montre une consolidation nationale et étatique et une prise de position ouverte sur la protection des valeurs traditionnelles. Et cela a été la première pierre d'une campagne de diabolisation sans précédent de la Russie. On voit pourtant apparaître en Europe en refus de cette apostasie. La protestation de masse contre la loi mariage pour tous, le succès croissant des leaders hors système aux élections en Autriche, aux Pays-Bas, le parti alternatif für Deutschland, les nouveaux partis en Italie, en Espagne et enfin le Brexit. C'est une crise profonde institutionnelle, économique et financière de l'Union européenne, mais aussi une crise du concept même de la philosophie libertariste de Bruxelles. Mais à Genève, il y a 3 semaines, 2 ministres des Affaires étrangères de la Hongrie et de la Croatie, dans un colloque organisé avec le soutien de notre Institut de la démocratie et coopération, ont tous les deux déclaré qu'il y a 2 menaces pour l'Europe, le terrorisme religieux et le laïcisme militant des élites européennes. C'est l'Europe conservatrice, chrétienne, nationale, contre l'Europe postmoderniste et mondialiste, qui a bien appris toutes les habitudes totalitaires de son cousin jadis vaincu, c'est le communisme, en rejetant toutes les opinions alternatives, les vaches sacrées de la démocratie. L'élection de Trump confirme ces tendances du monde occidental. Trump est le sang et la chair de l'Amérique, mais il représente aussi l'Amérique et l'élite industrielle devenue riche grâce au succès de sa production et non pas grâce à la toile d'araignée de la finance qui entrave le monde entier. Peut-on s'attendre à ce que Trump, étant élu malgré une diabolisation inouïe qui continue et s'augmente, gagne contre le puissant établissement et ses instruments? Peut-on attendre un changement sérieux et fondamental dans la politique extérieure des États-Unis? Trump est le premier président américain qui a fait face à un vrai sabotage, à l'espionnage et non-respect ouvert de la part des services spéciaux et du département d'État des États-Unis. Cela pousse les experts à parler ouvertement de l'existence d'un État profond, deep state, un État dans l'État qui gouverne tous les processus de manière invisible et qui ne s'arrêtera devant rien, même pas devant un impeachment. C'est d'autant plus vrai que l'économie américaine se base sur un tour de Babel constitué de billets verts, que tout le patrimoine matériel des États-Unis n'est pas capable d'assurer. L'instrument principal pour gouverner le monde, ce ne sont pas les fusils et la puissance militaire, c'est l'émission du dollar. Avec un tel système économique, l'élite financière des États-Unis est condamnée à prélever un tribut impérial sur le monde entier avec la politique précédente. Les premiers pas de Donald Trump ont démontré qu'il comptait sérieusement transformer le système économique américain, mais aussi renoncer aux règles et clichés philosophiques concernant l'organisation du monde.
Tout de suite après son inauguration, on a vu disparaître du site internet de la Maison Blanche des dossiers consacrés au soutien des minorités sexuelles et au changement climatique. En revanche, l'intention d'atteindre l'autonomie énergétique, d'améliorer la croissance et de rendre à l'Amérique ses emplois a été confirmée. L'acte de retrait du partenariat transpacifique a été signé. L'objectif de mettre l'Asie sous emprise a cédé face aux enjeux intérieurs des États-Unis. Trump a rencontré de grands constructeurs automobiles. Il a promis de réduire de manière spectaculaire les freins législatifs et les impôts en faveur des entreprises opérant aux États-Unis et menacé d'une taxe de 35%, celle qui la délocalise à l'étranger. L'élite a peur qu'il va limiter l'économie virtuelle en faveur de la production. Et pour l'élite, c'est un changement de la mode technologique. Quant à la politique internationale, j'attire votre attention sur le discours d'inauguration de Trump et son récent discours européen. Au lieu de parler d'un côté des pays marginaux et rejetés, et de l'autre des pays progressistes qui ont pour mission de gouverner le monde entier, nous avons entendu quelques thèses classiques de la politique réaliste, réalpolitique. Nous recherchons de l'amitié et le bon vouloir des nations du monde, mais nous le ferons en rappelant à tous que c'est le droit de chaque pays de faire passer ses propres intérêts avant tout. Nous ne chercherons pas à imposer nos modes de vie à quiconque, mais plutôt à briller pour servir d'exemple naturel. Et ensuite au Congrès, je suis président des États-Unis, je ne suis pas président du monde. C'est le symbole d'une autre philosophie de l'organisation mondiale, différente de la doctrine de l'exceptionnalisme américain prêchée par McCain et Clinton. Leur politique, l'expansion et l'impérialisme grossier à la Theodore Roosevelt, justifié par le messianisme à la Woodrow Wilson, a amené le monde vers le chaos en 20 ans, atteignant ceux dangereux d'aujourd'hui. Et l'élite politique de ce type contrôle les structures euro-atlantiques, l'OTAN, aussi les médias européens et américains. Tout cela appelle des pronostics très prudents. Il n'y a pas d'ordre du jour clair de la politique américaine qui reste incohérente, sporadique et zigzagante. Après la rencontre, par exemple, des chefs d'état-major américains, russes et turquois, on avait l'impression qu'une coopération militaire se mettait en place afin de détruire le Daesh. Mais les médias américains ont tout de suite déclaré que cette intention n'existait pas et que le nouveau plan d'action n'était pas différent de celui de Obama. L'Europe perdant à grande vitesse son rôle de centre politique, absent au Moyen-Orient, ainsi que le Congrès américain, où Trump n'a pas assez de soutien même parmi les républicains, répète comme Caton l'ancien Carthago de l'Inde Est. Qu'est-ce que cette élite laisse au Trump en Syrie? Utiliser les cartes kurdes, un jeu très risqué parce que les Kurdes vont demander en contrepartie de leurs efforts à minima la fédéralisation, au maximum l'indépendance. Il est douteux que l'Amérique ait envie de paralyser pour longtemps le rôle utile pour les anglo-saxons joué pendant des siècles par la sublime porte et l'Istanbul atlantique. Comme on peut le constater, il n'y a rien pour récolter les fruits de la victoire en Syrie contre le Daesh. La seule voie est la coopération avec la Russie. Un autre exemple, lors de sa visite en Europe, le ministre de la Défense, James Mattis, a assuré son soutien et sa totale unité à l'OTAN, ce qui a été évalué par les experts comme une rétraction de Trump sur ses idées d'avant les élections. Mais Rex Tillerson vient d'annuler sa participation à la rencontre avec le
5-6 avril à Bruxelles afin d'être présent aux négociations de Donald Trump avec le président chinois Xi Jinping. L'absence de Tillerson à l'OTAN et sa future visite à Moscou, pas annoncée mais très probable, signifie pour beaucoup que Trump privilégie les relations avec des grandes puissances, c'est un mot en ce qui concerne le tabou déjà ici, que les relations avec des grandes puissances, il privilégie les relations avec des grandes puissances aux relations avec de petits pays dépendants de Washington pour leur sécurité. Et en somme, qu'est-ce qu'on peut dire? Washington ne va pas renoncer ses alliances. Mais cependant, dans sa logique, dans sa vision du monde, le monde moderne se base sur l'équilibre des forces, pas sur l'idéologie des valeurs. Et cet équilibre est représenté dans la vision de Trump, il reconnaît ça, est représenté aujourd'hui par Washington, Pékin et Moscou. Ce triangle sera dominant sur la scène internationale. Va-t-il essayer de changer l'équilibre en faveur de l'Amérique? Ou va-t-il coopérer pour un monde stable et inspirant? On verra. Sans euphorie, mais aussi pas sans espoir. Merci à vous.